Pendant cette période des attentats, c'est François Molins qui nous informait, l'ancien procureur de Paris. Et ce soir dans Quotidien, voici François Molins. Bonsoir Monsieur Molins, est-ce que vous voulez du gel? Ouais. Si. Bonsoir François Molins, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Voici une partie de l'équipe. Merci d'être ici sur le plateau de Quotidien. Vous êtes procureur général près de la Cour de cassation et vous avez été le procureur de Paris de 2011 à 2018. Le grand public vous a connu avec les conférences de presse qui ont suivi les tueries de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher ou du Bataclan. On avait envie d'évoquer plusieurs sujets avec vous, des sujets importants et graves. Mais d'abord, je vais vous demander de répondre à des questions très simples, de manière très simple. C'est quoi un procureur ? Un procureur, c'est un magistrat judiciaire qui a essentiellement une mission de défense de l'intérêt général et qui a deux missions particulières. La première, c'est de mettre en œuvre les politiques pénales qui sont déterminées par le gouvernement. C'est pour ça qu'il est placé sous l'autorité hiérarchique du garde des Sceaux. Et la seconde, c'est effectivement sur les affaires particulières, de diriger la police judiciaire, les enquêtes, et d'apprécier la suite à donner aux enquêtes, et donc de décider soit de classer sans suite, soit de poursuivre, en ce cas d'aller à l'audience, de requérir des condamnations et des peines, et après l'audience de faire exécuter les peines qui ont été prononcées. Et dans ce cadre-là, le procureur est libre et ne peut pas recevoir d'instruction du pouvoir politique dans le cadre de ses affaires individuelles. On va parler de l'indépendance du procureur. Quelle est la différence entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet ? Mais les magistrats du siège sont ceux qui vont prendre les décisions en matière civile ou en matière pénale, c'est-à-dire qui vont trancher les litiges entre particuliers ou au contraire statuer sur la condamnation ou la culpabilité des gens. Des juges ? Totalement indépendants, des juges, des magistrats, ouais. Donc des juges, des présidents, alors que le procureur, lui, est une autorité de poursuite qui a un statut particulier. Je voudrais que l'on regarde ces images, ce sont des images de vos points presse, on les voit ici derrière, après des drames qui resteront gravés dans la mémoire des Français, Charlie Hebdo, l'Hypercacher, le Bataclan. Quand vous voyez ces images, qu'est-ce qui vous revient en tête ? Beaucoup de pression. Parce que c'était des moments importants, on avait conscience de leur importance, parce que je pense que la communication fait partie intégrante du métier de procureur aujourd'hui. Est-ce que vous êtes formé ? On commence à être formé. Alors moi, personnellement, je ne l'ai pas été, je me suis formé sur le tas, j'ai appris à force d'en faire. Mais on s'est rendu compte effectivement que la communication faisait partie du métier, qu'il fallait rendre compte et informer le public de façon très objective de ce qui s'était passé. Et puis surtout, l'année 2015, c'est une année très particulière parce que c'est l'année où se conjuguent les attentats Charlie Hebdo, le 13 novembre. Et c'est vraiment l'année qui va signer la très grande montée en puissance du terrorisme djihadiste avec un bilan victimaire très important. Et est-ce que le but de ces conférences de presse, c'est quoi ? C'est juste informer ou c'est de rassurer ? Ou il y a d'autres buts ? C'était d'informer de la façon la plus objective possible, en respectant effectivement les grands principes du Code de procédure pénale, respecter les victimes, la protection de la présomption d'innocence, ne pas en dire trop sur les investigations à venir. Donc informer de façon objective sur ce qui peut être dit de l'enquête. La dimension rassurée est venue ensuite. On nous a dit après qu'au travers de ces points presse, on rassurait les gens. Et c'est effectivement quelque chose qu'on a été amené à intégrer dans l'exercice de façon, on va dire, pérenne. Vous étiez seul à écrire ? Non, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe avec la chargée de communication, les membres de mon cabinet, et puis une procureure adjointe et les magistrats de la section antiterroriste. C'est collectif. Le reste du temps, pendant cette période, en quoi consistait votre travail ? Ben, j'étais, comme tous les procureurs, j'avais à assumer tout un tas de tâches en matière d'organisation du parquet de Paris et puis de lutte contre tous les différents fronts de la délinquance. Il y a de la délinquance violente, de la délinquance dont sont auteurs ou sont victimes des mineurs, la délinquance économique et financière, de la cybercriminalité, tout ce que vous pouvez imaginer. Le procès des attentats de Charlie de 2015 se déroule à Paris jusqu'au 10 novembre, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez dit que c'était un procès pour la liberté d'expression. Elle en est où, justement, cette liberté d'expression en France en ce moment ? Mais je pense que ce qui s'est passé il y a encore quelques jours, et dans la presse faisait état encore ce matin, les menaces reçues par Charlie Hebdo à la suite de la republication des caricatures... De la DRH ? Oui, montrent que le combat pour la liberté d'expression, il n'est pas à gagner et qu'il va falloir continuer à le mener.
de la façon la plus tenace et la plus vigoureuse qui soit. Et le procès de l'hypercachère, c'est le procès contre l'antisémitisme? C'est une des caractéristiques de ce procès. Je crois qu'il y a une triple dimension. Il y a la dimension crime contre la liberté d'expression, il y a la dimension crime de haine contre les juifs, et puis il y a la dimension crime contre les institutions, à travers les 2 policiers qui ont été abattus. Donc vous pensez que c'est légitime que le procès soit filmé? Oui, parce que ça va répondre, et c'est la première fois que ça se passe en matière terroriste, ça répond ça a une dimension historique, et je pense que ça fait aussi partie sur l'histoire de la justice, l'histoire de la lutte antiterroriste et le combat pour la liberté d'expression. C'est vraiment la vision de ce film, je pense, par les générations futures, peut vraiment avoir une dimension pédagogique et historique très importante. Pourquoi pas le diffuser en direct, par exemple? Parce que des diffusions, je ne suis pas à l'origine de l'adoption de ce texte, mais ça obéit à des règles très particulières. On ne voit pas d'ailleurs les caméras dans les salles d'audience, il faut vraiment que ça ressemble à une audience véritablement. Et il faut évacuer absolument la dimension spectacle de ce genre d'exercice. Pour justement, c'est une dimension historique, il faut que ça puisse restituer de la façon la plus, j'allais dire, froide, précise et objective ce qui va se passer au cours de ces semaines. C'est une nécessité absolue. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas une pièce de théâtre. Vous qui avez vécu ces attentats, quelle image il vous reste 5 ans après? L'image la plus forte? Des moments bon, j'ai des tas d'images. C'est certainement la force des images, l'horreur de ce qu'on a pu voir, et puis aussi l'importance et le caractère vital des enjeux du travail qu'on faisait et qui, je pense, nous a beaucoup aidé à essayer de faire ça de notre mieux jusqu'au bout. On continue la discussion, on marque une pause, on continue la discussion, on va parler de l'indépendance de la justice quand on revient tout de suite. Ce soir, on parle de justice, d'indépendance et de la 4e semaine du procès des attentats de Charlie et de l'hypercachère avec François Molins. Qui nomme les procureurs? Le président de la République. Et c'est normal? C'est le statut du parquet qui veut qu'aujourd'hui, les magistrats du parquet sont nommés par le président de la République et le garde des Sceaux. C'est le statut, mais est-ce que c'est normal? On va en parler. Je pense que le statut doit évoluer après un avis donné par le Conseil supérieur de la magistrature, qui est un avis simple. Ce qui signifie qu'en théorie, le gouvernement pourrait passer outre un avis défavorable. Alors, est-ce que c'est normal? En tout cas, vous voulez que ça change? Je pense qu'il faut que ça change. Il faut que ça change. Il y a un projet qui est sur les rails depuis 25 ans qui n'a toujours pas abouti. Et il faut que ça change parce que je pense que la société dans laquelle on vit a évolué, a des exigences beaucoup plus fortes à l'égard de la justice. Et parce qu'on est dans un monde dans lequel je pense qu'il est essentiel que l'action des procureurs qui conduisent les poursuites soient revêtus de la plus grande impartialité possible et ne puissent plus donner lieu à des soupçons liés au mode de nomination. Donc il y a un projet qui consiste à dire, changeons la Constitution et faisons en sorte que l'avis donné par le Conseil supérieur de la magistrature soit un avis conforme qui lie le gouvernement, ce qui fait que si le Conseil s'oppose, le gouvernement ne pourrait pas passer outre. Mais on est un certain nombre de personnes et d'organismes à penser que dans l'absolu, c'est pas assez ambitieux. S'il faudrait aller plus loin, si demain vous donnez un avis conforme au Conseil supérieur de la magistrature, quel sera son pouvoir? De s'opposer aux nominations du gouvernement si elles ne sont pas objectivement justifiées. Ça n'ira pas plus loin. Ça ne suffira vraisemblablement pas à faire disparaître le venin de la suspicion qui est lié au fait que ce soit l'autorité politique qui va choisir des procureurs qui vont ensuite exercer de façon indépendante des poursuites. Donc, si on veut vraiment mettre fin à cette suspicion, comme l'ont dit un certain nombre de la conférence des premiers présidents, la commission La France Insoumise sur l'indépendance de la justice, l'idéal serait de pouvoir donner au Conseil supérieur de la magistrature la faculté de proposer les noms des procureurs généraux, des procureurs et des membres du parquet général de la Cour de cassation. Est-ce que c'est dur de rester indépendant? Et d'ailleurs, c'est quoi les risques de la dépendance? Alors, de dépendance? il faut bien comprendre
une telle idée, une telle réforme ne se traduirait pas par plus d'indépendance dans le fonctionnement. Moi, personnellement, je suis très attaché à la subordination hiérarchique. Il faut que les procureurs restent sous l'autorité du gouvernement pour la politique pénale. Si vous faites disparaître cette subordination, vous aurez autant de politiques appliquées que de départements. Il faut assurer l'égalité des citoyens devant la loi et devant la politique pénale. Donc, cette autorité hiérarchique, elle est nécessaire. Simplement, il faut faire en sorte qu'on ne puisse plus, dans la conduite des affaires particulières, soupçonner les pouvoirs publics d'avoir choisi le procureur qui sera son bras armé et qui permet ensuite à tout un chacun, à tous les citoyens, à certains avocats, de venir mettre en cause l'impartialité de la politique et des décisions qui sont prises au prétexte qu'ils ont été nommés par le président. Mais ma question, elle était plus personnelle. Comment vous avez fait pour rester indépendant ? L'indépendance... Est-ce que c'est dur déjà de rester indépendant ? C'est toujours dur, c'est l'exercice qui est toujours difficile et qui se résout toujours sur un double niveau. C'est à la fois la convergence d'une approche personnelle et d'une approche institutionnelle. Vous pouvez donner toutes les garanties que vous voulez à quelqu'un qui n'est pas indépendant dans l'âme, il ne le sera jamais. Donc il faut de la colonne vertébrale. L'indépendance, c'est savoir lutter contre ses propres dépendances, c'est-à-dire prendre conscience de ses dépendances ou de ses faiblesses, ne pas être trop sensible à la carrière, à des réflexes de classe, par exemple être plus indulgent parce que vous avez quelqu'un de votre classe sociale qui va comparaître devant le tribunal dans lequel vous allez requérir. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que le statut vous protège suffisamment et vous donne effectivement des garanties pour que votre carrière ne puisse pas dépendre totalement du pouvoir et surtout qu'on ait l'assurance que le choix de ceux qui vont donc être nommés à ces fonctions de haute responsabilité soient véritablement des choix qui soient dictés par des critères de valeur professionnelle et de compétences professionnelles. Il y a des présidents qui vous ont déjà mis la pression. Si oui, lequel vous a mis le plus la pression ? La pression, vous l'avez quand vous vivez certains événements. Moi, j'ai vu à l'époque des attentats terroristes ou quand j'ai sorti l'affaire Cahuzac, il y a une pression extraordinaire là-dessus. Mais ça veut pas. Elle vient d'où ? C'est la pression de l'événement. Il n'y avait pas de coup de fil d'un président ? J'ai eu aucune instruction. De toute façon, je ne les aurais pas acceptés, mais je n'ai pas eu d'instruction. Pour autant, j'ai ressenti une pression extraordinaire parce que j'avais conscience vous faisiez... Pardon, allez-y. J'avais conscience que les affaires que je traitais avaient un pouvoir de détonation considérable dans la vie politique, pour la démocratie, au terrorisme dans la vie des gens. C'est ça qui... La pression, j'allais dire, vous la mettez tout seul parce que vous avez conscience des enjeux de ce que vous faites. Et dans ce cas-là, dans l'affaire Cahuzac ou dans ce style d'affaires, est-ce que vous faites des remontées d'informations ? Bien sûr. Les remontées d'informations, elles existent parce que... On explique juste ce que c'est ? C'est la loi. Elles se font d'initiatives dans les affaires importantes où le ministère peut vous les demander. Vous informez le garde des Sceaux ? Dans ces cas-là, vous informez votre procureur général qui lui-même va informer le garde des Sceaux. Faire remonter l'information. Voilà. Donc ça, c'est prévu par la loi. Le garde des Sceaux remonte l'information. C'est nécessaire parce qu'il faut être conscient aussi que ça permet au ministre, dans une affaire terroriste par exemple, le ministre de la Justice assiste et participe au Conseil de défense. C'est quand même logique qu'il soit avisé. D'accord, dans ce cas-là, oui. Mais si vous voulez le mal... Dans l'affaire Cahuzac... C'est pas non plus légitime qu'ils sachent ce qui est en train de se passer. Je pense que le mal réside dans le fait que la loi prévoit ces remontées d'informations, mais la loi ne va pas assez loin. C'est ce qu'on a vu dans le dossier d'un ancien ministre de la Justice qui a été jugé à la Cour de justice de la République. Il faudrait que la loi borne davantage les choses et précise les cas dans lesquels il y a remontée d'informations. C'est tout à fait possible. On a déjà écrit des choses là-dessus. On a fait avec le Conseil supérieur de la magistrature des propositions écrites dans l'avis qu'on a remis au président de la République mardi dernier. Je pense que c'est ça qui manque dans le texte et c'est par rapport à ça qu'il faut évoluer. Vous avez fait quelle tête quand vous avez appris qu'Éric Dupond-Moretti avait été nommé garde des Sceaux ? Est-ce que vous avez été étonné ? Moi, je n'ai jamais eu à ferrailler, entre guillemets, à l'audience avec Maître Dupond-Moretti. Bon. Je pense que j'ai été, comme tous les magistrats, un peu étonné par rapport aux déclarations qui avaient pu être faites dans le passé. Maintenant, moi, je suis magistrat, je suis républicain, donc je respecte les choix qui sont faits par les responsables politiques et j'essaie toujours d'avoir en tête l'intérêt général de la justice et de ma profession. On vit depuis plusieurs mois un état d'urgence sanitaire. Quelle est la place de la justice ? Il y aurait beaucoup à dire sur la place de la justice. Je pense qu'elle n'a pas eu la place qu'elle méritait. Et quand on voit effectivement... Dans ce sujet-là ? Oui, l'état d'urgence sanitaire a bien montré qu'elle n'était effectivement pas considérée comme elle aurait dû l'être. En tout cas, elle n'était plus un service essentiel de l'État. Qui ne l'a pas considérée ?
Les pouvoirs publics. Je vais vous prendre un exemple. Les personnels de justice, et notamment les greffiers, n'ont été reconnus qu'avec 2 mois de retard comme personnel prioritaire pour l'éducation nationale, ce qui leur donnait la possibilité de faire garder leurs enfants. Résultat des courses, comme il n'y avait pas suffisamment d'ordinateurs portables et que les greffiers ne pouvaient pas faire garder leurs enfants, on a eu des centaines, pour ne pas dire des milliers de fonctionnaires qui n'avaient pas d'ordinateur et qui ont dû rester à la maison, non pas en télétravail, mais en autorisation spéciale d'absence. Donc tout ça, ça fait effectivement remonter un certain nombre de failles institutionnelles, numériques, mais ça rappelle aussi que la justice est un service public qui n'est pas comme les autres, dont l'indépendance est garantie par la Constitution, qui est nécessaire à la vie des gens, qui sert à réguler les relations entre les gens et dont la place ne doit jamais être oubliée dans ces circonstances de crise parce qu'on a et on aura toujours besoin d'elle. Dans l'urgence notamment, qu'il s'agisse du pénal ou qu'il s'agisse aussi du civil. On ne peut pas ne plus faire d'audience de référé pendant 3 mois et empêcher les gens de pouvoir mettre en œuvre les droits qui leur sont reconnus par la loi. Merci François Molins, c'est toujours frustrant de discuter avec vous parce qu'on a toujours envie de discuter plus. Mais malheureusement, je vais vous dire au revoir. Merci beaucoup d'être passé. Vous avez tenu promesse, vous reviendrez, j'espère. Ouais. Merci beaucoup François Molins. Au revoir.